Mon long voyage avec les acteurs vers les mystères de l'être humain me confirme dans l'idée que le comédien est bel et bien le meilleur outil possible pour pénétrer les abîmes les plus profonds de la connaissance humaine, ceux du moi. L'aventure de l'acteur consiste à créer dans son propre corps et dans sa conscience un autre être. Faire l'expérience de la vie d'un autre peut apporter une connaissance, ce qui ne signifie pas pour autant que l'acteur va s'en servir. Pour certains, c'est une perte de temps, un détour inutile sur le chemin d'une carrière ou du succès tangible d'un rôle. Ils ignorent que la voie la plus géniale est justement celle de l'expérimentation extrême, cette expérience de la connaissance. L'acteur se tient alors à la frontière de la magie ou du miracle. Il traverse à multiples reprises une situation que l'être humain ne peut parcourir, lui, qu'une seule fois, inexorablement et irrémédiablement. Sur ce chemin, l'acteur peut saisir, par moments, des phénomènes qui sont inaccessibles à celui qui vit sa propre vie. Je ne me souviens plus si c'est l'un des personnages de Tchekhov, ou l'acteur jouant ce personnage de Tchekhov, qui dit « La vie de mon personnage me semble non seulement plus intéressante que ma propre vie, mais elle me semble incomparablement plus vraie. » L'acteur est l'outil qui ouvre un chemin vers le personnage. Il ne se transforme jamais définitivement. Il est donc à la fois le produit de la matière et celui qui la crée. Et cette matière entre en action lorsqu'il puise dans sa propre histoire, dans ses affects, ses réactions, ses peurs et ses désirs. Ce qu'il va offrir à son personnage et à l'écriture du spectacle ne tient qu'à lui seul. C'est cela qui fascine Lupa et qui constitue le noyau dur de son travail avec l'acteur, lequel doit être animé par le rêve d'accéder à l'homme vrai. Ce rêve ne doit jamais le déserter, car c'est par ce biais-là que l'acteur va justement pouvoir toucher la vérité de ce qu'il raconte sur scène, et la vérité sur celui qu'il incarne. Lupa parle du narrateur intérieur que l'acteur doit installer pour pouvoir raconter une histoire sans que celle-ci soit dénaturée. L'acteur ne doit cependant pas se transformer tout à fait en son personnage, au risque de perdre de sa puissance, car lorsqu'il se donne entièrement à son personnage et à l'histoire, lorsqu'il conduit son rôle jusqu'au bout, il cesse d'être le prêtre de la cérémonie. Je pense qu'être acteur, c'est le meilleur moyen de découvrir l'être humain, meilleur que la psychanalyse et la psychiatrie, à condition, bien sûr, que l'acteur accepte de s'embarquer dans un processus spirituel. Il ne faut pas qu'il considère son métier uniquement comme un outil pour fabriquer un spectacle. Il faut qu'il se serve de son propre chemin pour pénétrer et découvrir ce qu'est l'être humain en général, mais aussi la personne qu'il est lui. C'est un processus d'imprégnation qui permet d'arriver à une osmose avec l'autre. L'acteur a la possibilité de mieux comprendre l'autre. Jung parle de ça. Lorsqu'on identifie la deuxième couche de notre inconscient, on a accès à la sphère que Jung appelle le grand mage, à une énergie qui n'est pas uniquement la nôtre. L'homme est une sorte d'antenne du cosmos. S'il ne dispose que de son énergie, il est très faible. Il faut qu'il arrive à reconnaître ce qui se trouve autour de lui
et qu'il permette à l'énergie du monde de circuler et de passer par lui. L'acteur est un fil conducteur. L'homme peut être celui qui est entre le cosmos et la conscience. À ce moment-là, il a un accès à une force empruntée. Le vocabulaire de Christiane Lupa est très particulier. Les mots qu'il utilise ne sont jamais choisis par hasard et servent d'instrument pour communiquer avec l'acteur. Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, ils peuvent sembler énigmatiques. Mais si son vocabulaire peut troubler, et s'il paraît obscur ou étrange à la première lecture, on finit par le déchiffrer. Lupa se sert de l'obscurité pour créer une ouverture, pour réveiller l'imaginaire de l'acteur, du spectateur et du lecteur. Il y a chez lui un désir profond d'ouvrir la réflexion chez l'autre, d'élargir l'horizon de la pensée. J'irai même plus loin. Lupa crée un nouveau dictionnaire avec des mots-clés qui sont propres à son théâtre. Il va jusqu'à donner parfois un sens nouveau aux mots, une signification nouvelle. Au début, c'est surprenant, et puis on s'y fait. Cela peut ressembler à un langage qui n'est destiné qu'aux initiés. Il est empli de métaphores étranges et parfois surprenantes, doté d'une symbolique particulière. La particularité de son langage et le besoin de créer un nouveau vocabulaire prennent source dans son enfance. Lupa a non seulement créé un pays mythique, Ius Cunha, avec sa géographie, son histoire, ses personnages et ses lois, mais aussi une langue. Enfant, il écrivait des textes qu'il traduisait ensuite en langue iuscunienne. C'étaient des écrits secrets qui surgissaient dans sa tête et qu'il voulait cacher à son père, polyglotte et tyrannique. C'était sa deuxième langue après le polonais. L'allemand et le russe sont arrivés plus tard, après la mort de son père. Les mots, chez Lupa, sont des impulsions. Ils sont suspendus, comme des notes gravées sur une partition. Une partition souvent difficile à déchiffrer. J'ai parfois l'impression que son écriture suit la même logique que ses dessins. Il prend le crayon et superpose des mots, ou plutôt des pensées les unes sur les autres, couche sur couche, trait sur trait. Oui, pour moi l'écriture de Christiane Lupa est une partition sur laquelle il griffonne au crayon des symboles. Ensuite, à moi de déchiffrer l'énigme. Je suis fascinée par son désir de dépasser les tabous, par sa soif de profanation. En tant qu'actrice, je veux à chaque fois et toujours davantage me confronter à mes faiblesses et à ce qui est sacré en moi. Je veux les attaquer, les mettre en doute et épuiser mes forces. Je veux me compromettre, me condamner et puis me pardonner pour pouvoir continuer à vivre. Toutes ces découvertes me servent d'engrais pour nourrir mes autres rôles. J'en parle souvent avec Christiane, même si parfois tout cela n'a lieu que dans ma tête. Lupa a une vision anarchique de la forme, définitive du spectacle. Il perçoit son imprévisible teneur et stimule mon imagination. Je veux le comprendre et détruire avec lui ce monde croupissant. Sentir que paradoxalement, je peux par cet acte m'approcher de quelque chose de sacré.
voyage vers la connaissance est un sentier que l'on emprunte avec Christiane et avec soi-même. C'est un voyage qui requiert une présence sans faille, sans repos, ce qui est difficile, certes, mais fascinant. On ne cherche jamais à entrevoir la fin parce qu'elle n'existe pas. C'est une quête continuelle. La création toujours recommencée encore et encore, du personnage et d'un univers. C'est là ce qu'il y a de plus difficile, car l'acteur choisit toujours ce qu'il connaît et ce qui le sécurise. Christiane nous entraîne au contraire sur un chemin sinueux qui nous emmène très loin jusqu'à être extravagant, inconfortable, désobéissant. Et malgré tout, on est là, sur ce chemin. C'est beau de sentir que l'on a dépassé son corps, quitter un monde pour épouser la condition d'un fou. À ce moment-là, on peut tout faire. La solitude est indispensable pour pouvoir avancer sur ce chemin. Il faut être face à soi-même, rien qu'avec ses pensées. À chaque pas, on fait connaissance avec notre personnage. On en apprend davantage sur lui, sur nous-mêmes. Mais la connaissance absolue, ça n'existe pas. C'est une utopie, belle et difficile. On rencontre rarement des rêveurs au théâtre. Et pourtant, l'artiste qui n'a pas de rêve ne peut pas créer. Moi, j'aime l'imperfection, la fracture, tout ce que je ne comprends pas et qui me pousse à la réflexion. Les cicatrices, la laideur, le mystère, les choses cachées, tout ça se cache dans le rêve. Rêve qui est aussi un besoin de toucher ce qui est inconnu, vierge, lointain. Atteindre ce quelque chose qui se trouve là-bas quelque part et qu'on ne peut pas encore nommer. Un jour, j'ai vécu une expérience terrible et qui me poursuivra, j'en suis sûre, jusqu'à la fin de mes jours. J'ai complètement perdu le contrôle sur tout et je me suis tuée 1 million de fois. Et je mourais et je ressuscitais. Je mourais et je ressuscitais. Et cela durait une éternité. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Je n'étais pas dans mon corps. Après chaque mort, j'ai retrouvé la vue, l'ouïe, mes jambes. Et j'avais peur d'y rester, de rester folle. Je ne trouvais pas de porte pour en sortir. Et après cette expérience, j'ai vraiment mis du temps pour revenir à la normalité. J'ai souvent considéré cela comme une expérience karmique, et le métier d'acteur y est lié. Lorsque l'acteur va très loin et plonge, s'immerge dans les profondeurs du personnage, dans une autre existence, jusqu'à ne plus savoir qui est qui et qui devient qui, cela peut frôler la folie. Et c'est incroyable tout ce qui peut s'échapper d'une seule personne, le nombre de strates, de gisements qu'on peut y trouver. Combien y a-t-il de personnages en une seule personne ? L'acteur se balance constamment sur ce fil très fin avec Christiane. On peut se permettre cette folie avec lui parce qu'il nous sécurise. J'ai l'impression d'être pluriforme et informe en même temps et tellement multicolore que j'ai du mal à me donner une direction. C'est Christiane qui le fait. Il pointe un endroit précis et j'avance. Et si ça ne va pas, il recommence. Je me noie avec ce que j'imagine, je me perds souvent là où les désirs me portent et cela peut réellement se terminer par une catastrophe, un immense désenchantement ou par un sentiment d'impuissance. Et Christiane m'a poussé vers le haut avec tout mon bagage. Il a donné du sens. Il lui a donné du sens. Et par l'imagination, il m'a conduite vers l'inconnu. Il m'a enseigné tant de choses, il m'a aidé à en prendre conscience. Il a provoqué en moi des réflexions. J'ai presque envie de pleurer en disant toutes ces choses, cela m'émeut profondément. C'est beau ce qu'il a fait. Il m'a appris à apprivoiser ma peur, celle qui nous encercle et nous pousse à ne pas aller de l'avant.
C'est incroyable tout ce qui peut s'échapper d'une seule personne, le nombre de strates, de gisements qu'on peut y trouver. Je n'ai jamais eu l'impression que Christian attendait de moi que je reproduise quoi que ce soit. J'ai toujours eu le sentiment que chaque nouvelle rencontre était au contraire vierge et comportait de nouveaux défis difficiles et mystérieux. Et pourtant, ces rendez-vous sont liés entre eux par un élément, le corps. Le corps en tant que langage très fort, secret, libre, qui avance sur un tout autre chemin et qui a ses propres désirs. Le corps raconte une toute autre histoire, indépendamment de ce que disent la tête et la langue. Un personnage dit une chose, bredouille, et quelque chose éclate sans que tu puisses vraiment savoir ce que c'est. Tu vois alors ton corps faire toute une multitude de gestes que tu ne comprends pas forcément. Il se met en mouvement, fait presque des pirouettes, frétille, sautille. Les mains et les jambes partent dans des directions différentes. Le corps parle. Le corps existe à contre-courant de ce que l'autre moi impose et en révèle les mensonges. C'est par le corps qu'on peut accéder à la source, à la vérité. Jouer chez Christian exige une condition tout à fait spécifique. Nous l'appelons la condition du fou. Il faut se libérer du bourgeois qui est en nous et que nous avons tous. Alors, je me mets à rêver, je repousse mes limites, j'ai envie de prendre des risques. Cette condition, c'est le rêve d'un personnage que je mets au monde. Cela comporte une immense liberté car on peut s'abandonner à des fantaisies infinies. Je me souviens qu'avant de commencer Marilyn, j'ai rêvé que je volais. Christian aide à amplifier notre imagination intérieure qui comporte de nombreux moi. Moi, je suis faite d'une multitude de moi. Chaque représentation est différente. La redite et le prévisible ennuient Christiane. L'être humain est imprévisible. Le prévisible signifie des gestes programmés, une parfaite connaissance du texte au mot près, alors que ce qu'il veut, lui, c'est l'inattendu. Une prise de risque, des situations nouvelles, ici et maintenant, une gymnastique. Une acrobatie. Marcher sur une corde. Le travail avec Christiane s'apparente au voyage d'un funambule qui avancerait sur une corde très fine. Mais il n'abandonne jamais son acteur. C'est un metteur en scène qui aime le risque et qui le prend aussi, avec nous, tout en nous sécurisant. En revanche, il ne tolère pas la facilité, le confort, les sentiers battus. En conduisant le spectacle, il crée notre filet de sécurité. Parfois, malheureusement, il s'éclipse. C'est dans ces moments que je lui en veux. Pourquoi fait-il cela ? Je lui ai souvent expliqué qu'il nous était impossible d'être au top 10 soirs de suite, que c'était épuisant. Il répond alors que c'est lui qui est épuisé de nous voir jouer de cette façon, quand on s'enfonce dans la facilité, le faux, que l'on débite le texte sans laisser à notre corps et à notre esprit la possibilité du risque. Il n'arrive pas à comprendre qu'il peut arriver à un acteur de s'égarer, qu'il peut perdre son intuition, alors que moi, je sais. Oui, je sais pourquoi je perds mon intuition. Parce que le corps et la tête se révoltent. Ils ne veulent pas revivre la mort. Je dis que je me meurs, je vieillis. J'ai l'impression de prendre un coup de vieux à chaque spectacle. Chaque représentation me vole quelque chose de vivant. Je refuse de me priver de mon instinct de survie. Christian ne permet pas l'aboutissement. Il t'empêche d'aller jusqu'à l'orgasme. Il participe au préliminaire et puis s'arrête. C'est ça le filet de sécurité, selon moi. Il veut des acteurs conscients, prêts à prendre le risque. C'est la raison pour laquelle je me permets une sorte d'errance, parfois sans Christian. Ce sont mes escapades et mes mystères auxquels il n'a pas accès. Ça l'énerve,
Mais peut-être qu'au fond, c'est ce qu'il séduit aussi et qui nous inspire mutuellement. C'est peut-être pour cette raison qu'il revient le lendemain. Je pense à Johanna Toul qui dit « Si un jour je n'arrive plus à donner le meilleur de moi-même, autant donner le pire. Au moins, ce serait authentique. » Le travail chez Lupa ne commence jamais par la construction du personnage, mais par celle d'un univers. Et c'est Christian qui en trace les premiers traits, la première ébauche. Il esquisse le paysage initial, ce qui déclenche notre imaginaire. On commence alors à chercher, mais au début, la peur d'accoucher de prématurés infirmes nous fait résister. Pendant un long moment, on lutte contre la naissance des personnages. On sait que ces créatures vont nous ressembler terriblement. Elles vont hériter de nos traits. Et l'on ne veut pas leur céder ce qui nous est le plus intime, ce que l'on n'aime pas en nous, ce qui nous fait peur, ce dont on a honte. Et c'est pourtant ce qui intéresse le plus Christiane. Avec le temps, on s'aperçoit que nous sommes tous faits de particules, de joie et de douleur. Les personnages se complètent, se définissent les uns par rapport aux autres. À travers chacun d'eux, c'est de l'homme que l'on parle. J'ai parfois l'impression que peu importe le rôle que je joue, j'explore toujours le même personnage. Je cherche à le connaître encore aujourd'hui. Ce que Christian propose aux acteurs et qu'il entreprend lui-même, c'est presque comme une réincarnation, un voyage à travers l'homme. J'ai l'impression parfois d'assister à des séances psychanalytiques, d'aller aux frontières de l'amour et de la haine, lorsque les paysages commencent à apparaître. On entame des rencontres dans les improvisations. On part alors à la recherche du mot. Pour Christian, être prêt ne veut pas dire arriver en sachant son texte. Il rejette l'idée d'un monologue intérieur qui serait l'écoulement de phrases prononcées à Stanislavski. Chacun doit trouver son personnage dans les paroles de son camarade plutôt qu'en récitant son monologue appris par cœur. Lupa, d'ailleurs, demande aux acteurs de connaître le texte des autres, puisque c'est en l'écoutant que l'on active en nous la vérité de la pensée et que l'on ne balance pas des réponses toutes prêtes. Christian exige la naissance d'une pensée, celle qui n'est pas soumise à la censure de l'intellect. Il la veut libre, audacieuse, sans compromis, parfois même gênante. Je pense que ce sont les faiblesses qu'il aime le plus et qui font la force de son théâtre. Au théâtre, Christian devient un partenaire encore plus impitoyable et plus exigeant qu'à l'école. C'est un chaman qui cherche à nous transfuser un rêve commun. Il exige une prise de risque et un dévouement total. Il faut savoir garder beaucoup de distance tout en ayant le courage et l'envie de se frotter à une matière qui n'est pas toujours agréable. Être en mesure de mêler notre propre vie avec cette illusion dans laquelle nous nous immergeons, passer de l'un à l'autre sans cesse. Il faut une dose d'exhibitionnisme émotionnel pour cela et ne pas avoir peur de ses imperfections, car ce qui intéresse le plus Christian, c'est la découverte de ses failles, de ses zones peu attrayantes, fragiles et honteuses de l'être humain. J'ai compris par la suite qu'il ne s'agissait pas de me protéger, mais que je devais au contraire développer ma personnalité, déployer mon autonomie créatrice. On ne peut pas avancer dans la même direction et avoir un rêve commun sans emprunter des sentiers sincères, débarrassés de tout mensonge.
Le voyage vers l'imagination sauvage du personnage doit être désintéressé. Le chemin vers le paysage intérieur doit être dégagé du succès d'acteur. Le succès d'acteur doit rester à l'arrière-plan, voire disparaître complètement. L'imagination produit dans le corps l'ancrage du personnage. Lorsque cette inspiration devient un acte mystérieux, elle engage l'acteur dans une nouvelle vie inconnue. Ainsi cet acte devient compréhensible. Dès lors, le désintéressement s'envole. La compréhension cachée se perd immédiatement quelque part. Pour animer le corps en rêve, il importe de susciter un paysage intérieur où le personnage va faire ses premiers pas. C'est le point de départ. Lupa parle d'une pression à laquelle le personnage est assujetti, celle exercée par le sujet ou par l'action. Le paysage intérieur est une image qui se forme dans la tête de l'acteur, une représentation active que le corps met à exécution. Le paysage intérieur se construit également dans la confrontation avec le paysage du partenaire. C'est le corps qui prend les commandes, insuffle le rythme, joint le geste à la parole. Naissent alors de nouvelles idées, inattendues, peut-être même inconnues. Surpris, guidé par son corps, l'acteur avance vers l'image qui se crée, se laisse aller, s'abandonne. La collision du corps en rêve avec la réalité engendre un ensemble de manifestations ou d'expressions jusqu'à alors ignorées. J'aime écrire à Christiane, quel que soit l'endroit où je me trouve. J'aime penser à lui et lui raconter ce que je vois. Je laisse libre cours à toutes mes idées biscornues et s'ouvre alors en moi un autre espace, jusque-là inconnu. J'aime cette sensation. Christiane joue pour moi le rôle du compagnon de voyage. Je crois que c'est la quintessence de notre relation. Avec Christiane, il ne peut pas y avoir de voyage s'il n'y a pas de rêve. Il faut s'abandonner à la fougue de son rêve. Se laisser entraîner par ce mouvement impétueux qui nous anime, sinon il n'y a pas d'acteur, pas de théâtre, il n'y a rien. J'aime rêver avec lui. Il a allumé cette soif du rêve, aiguisé en moi cet appétit. Les nombreux voyages avec lui me l'ont prouvé. Plus les rêves sont impudents, plus l'énergie est productive. Plus ils sont irréels, plus la soif de vivre est grande. C'est Christiane qui m'a appris à rêver sans vergogne et sans limite. Le rêve est une force biologique qui nourrit son théâtre.
Rencontrer Christiane Lupa n'est pas sans danger. On ne revient pas de ce pays-là. Pendant des années, un personnage a joué à ma place. Mon actrice a été contaminée par un personnage qui ne voulait plus repartir. Anna, la poétesse, qui s'était échappée de l'hôpital psychiatrique pour venir là, dans la zone, dans la salle d'attente. Pendant plusieurs années, les rôles que je jouais l'étaient non par moi, mais par Anna. Je me suis laissée hanter par elle. C'était Anna, la rouge, qui continuait à errer sur les plateaux et jouait à ma place, dans un sentiment d'étrangeté, de malice, de volupté. Je me suis laissée faire. Christian Lupa a allumé tous les bûchers que je préparais sans doute depuis l'enfance, celui de l'adoration et de la provocation, l'exhibition et la pudeur, le sacré et la profanation, l'obsession et l'idiotie, le goût du risque le plus grand, le goût du présent absolu, le goût de l'inassouvissement et surtout le goût de l'aventure, partir en quête sans fin, tout lâcher. Lupa m'a appris que le théâtre pouvait être l'outil le plus parfait de connaissance. Voilà. Lupa a donné une forme possible à tout ce qui me débordait, à un goût maladif pour la vie. Et parfois, sur scène, ça fait comme une musique. Et enfin, on est bien. Le monologue intérieur. Le monologue intérieur, comment le comprends-tu ? Je dirais que c'est un mystère que je porte en moi. Être un véritable fou, un performeur plutôt qu'un acteur qui brode son rôle, voilà qui est aussi fascinant que difficile. Le chemin du personnage ne débute pas lorsque le spectacle commence. Le personnage vit avec nous avant et après. Il prend le petit déjeuner avec toi. Flâne à tes côtés. Te suit au musée. T'accompagne pour faire les courses. Les mondes se superposent. Tout se chevauche, dialogue et rivalise l'un avec l'autre. Quant au paysage, c'est un poids, une image, un souvenir, une illumination, une fascination, un rêve. Atteindre ce quelque chose qui se trouve là-bas, quelque part, et qu'on ne peut pas encore nommer. Je sentais intuitivement que noter sur une feuille les pensées du personnage et les reproduire ensuite strictement dans le jeu était une fausse piste. Comme l'explique Christiane, notre monologue intérieur est composé de pensées qui appartiennent au présent, à ce que l'on vit ici et maintenant. Le personnage fournit des instructions à l'acteur qui doit ensuite suivre des pensées sincères. Se forcer à se poser des questions à tout prix, comme si l'on était doté de dons de médium et l'on pouvait connaître à l'avance l'état de notre partenaire, c'est impossible.
Comment faire la différence entre les pensées personnelles de l'acteur et celles du même acteur pris dans son personnage? Lupa demande à l'acteur de créer un paysage très concret. Avant même la répétition, l'essentiel de notre travail est occupé par le paysage à l'installation. C'est ce qui permet d'entrer dans l'univers du personnage. Réveiller la nécessité intime de s'exprimer sur tel ou tel sujet. Réveiller le fou qui est en nous. Ce fou qui fait que l'on ne sait jamais ce qui va se passer à chaque moment de la représentation. Le monologue intérieur constitue le fondement de la construction du personnage pour qu'il puisse exister sur scène. Pour moi, il s'agit d'un flux de pensée qui détermine ma présence sur le plateau et aussi celle des autres. Le monologue intérieur sert d'appui dans la construction des relations et des sentiments. Christiane nous explique très précisément ce que le personnage pense avant même qu'il n'apparaisse et jusqu'à son dernier moment d'existence scénique. Il en trace les moments décisifs, définit son aspect, sa nature, son caractère, mais ce sont là ses propres pensées et ses réactions. L'acteur doit ensuite les assimiler et les transformer. Il doit user de son imagination, recourir à son instinct, à ses réflexes, se servir de ses expériences et de son propre corps. En aucun cas, le monologue intérieur ne peut être une forme figée qui finirait, avec le temps, par devenir une forme élimée. Quand on arrive en répétition, par exemple, notre état n'est pas le même d'un jour sur l'autre. Et en plus de cela, il faut être très attentif à son partenaire et à ce qui se passe autour de nous. Tous ces éléments ont une influence sur notre monologue, qui est comme une colonne vertébrale élastique. Christiane crée certaines scènes à partir des improvisations des acteurs, qu'il laisse seuls devant une caméra, parfois pendant de longues heures avec un seul thème. Puis, en visionnant l'enregistrement, il construit la scène. Dans ces situations, la participation de l'acteur est plus importante. Mais de façon générale, je dirais que nous remplissons la vision de Christiane. Nous épousons son rêve. Il veut que l'on soit comme un orchestre symphonique qui joue du free jazz. D'un côté, il exige une précision absolue, et de l'autre, il organise une grande liberté anarchique. Si tu es bien installé et si tu as trouvé un paysage juste, alors tu peux tout faire. Il attend de nous à la fois la discipline et la folie. C'est très difficile, cela peut arriver, mais cela doit rester toujours spontané. Ce n'est jamais acquis. Les histoires qui forment la structure du spectacle sont des rencontres de corps en léthargie et s'exprimant d'une façon automatique. Des corps qui parlent comme s'ils étaient dans un état de rêve éveillé, avec le langage du rêve. C'est précisément grâce à cela que le corps peut dire la vérité. La tâche qui revient au spectateur est de déchiffrer le code de ce langage onirique. C'est comme dans un conte. Un conte où le spectateur ou le protagoniste doit résoudre une énigme pour ouvrir les portes du monde féerique, ou encore comme Perceval qui doit reconnaître le calice du Graal.
Le spectateur doit voir et non regarder. L'acteur est comme l'objectif d'une caméra pour le spectateur. Il faut régler l'optique de notre regard pour que tout ce qui est caché se révèle à nous autrement. On ne peut pas raconter la vérité autrement, car dès qu'elle devient visible, la vérité se transforme immédiatement en mensonge. Il ne s'agit donc pas de dire la vérité, mais plutôt d'offrir aux spectateurs des outils pour voir ce qui doit rester invisible pour toujours. C'est ça le plus grand défi du metteur en scène et de ses acteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs ne doivent pas jouer, mais être un corps qui pense dans l'espace-temps de la narration. C'est un mode de transmission qui se situe au-delà du langage et qui parvient d'une autre façon à connecter l'acteur au spectateur. C'est une chose très naturelle de commencer les recherches en partant de notre propre moi. On puise aussi dans le monde extérieur, c'est nécessaire. On lit Kafka, on lit sur Kafka, et on découvre son monde, mais aussi le nôtre, etc. Tout cela ne relève au début que de nos propres représentations cachées, subjectives, de notre espoir, de notre désir. Et pour autant, est-ce que cela signifie qu'a lieu une identification avec le personnage, ou un transfert ? Et si c'était lui, le personnage, qui s'identifiait à moi ? Le personnage existe. Il vit grâce à son auteur et à son metteur en scène. J'ai l'impression qu'il s'agit de s'apprivoiser en tâtonnant sans cesse. Car même si l'on se tient à distance, on découvre l'autre par le toucher. L'acteur, le personnage, le metteur en scène, l'auteur. C'est un tâtonnement collectif au sein d'une imprégnation commune qui serait prise elle-même dans un mouvement permanent. On cherche à l'intérieur de nous-mêmes, on creuse dans notre imagination, dans notre mémoire émotionnelle, afin de trouver un point de départ pour aller quelque part plus loin, pour enfin dépasser la réalité. C'est cela ce qu'on nomme l'identification. Ça permet de plonger dans les zones qu'on n'aurait pas osé explorer dans la vraie vie, parce qu'on ne le veut pas, ou parce qu'on ne le peut pas, alors que sur scène tout est possible. L'acteur, lorsqu'il crée son personnage, est comme un cavalier qui part à la bataille sur son cheval, ou plutôt comme un cheval avec son cavalier, qui ressent le mouvement de son maître et subit les coups d'éperon. C'est un centaure. Ce que je note avec obstination à travers l'acteur, c'est l'expérience de l'homme. Au fil des heures, si nombreuses passées au théâtre, des centaines de dialogues émergent. Une fois inscrit sur du papier, il se transforme en monologue. Je me demande parfois si, durant mes nombreux voyages solitaires, je ne tombe pas dans une autoillusion. Mais comment le savoir ? L'acteur porte ce mystère qui m'occupe et dont je parle sans relâche. Moi, je suis un provocateur, mi-voyeur, mi-accoucheur. Cette double mission offre infailliblement de nombreuses possibilités. Entre l'acteur et moi, il y a cependant cet autre, comme un second être humain. La création et le processus de connaissance sont chez moi vampiriques.
Ils sont inscrits dans la condition du metteur en scène, de l'artiste qui crée d'autres êtres, ou disons plutôt à l'aide d'autres êtres.